Mais ça peut ressembler à ça. Mais ça peut ressembler à ça. Bon, alors attends, je vais le Ce qui est faire mieux. difficile dans l'idée d'éduquer. Ouais. Si tu veux, le problème d'éducation populaire, c'est un terme vraiment, vraiment à la con. Ouais, Parce c'est qu'éducation populaire ne veut pas dire éducation du peuple. Ça veut dire une éducation dont la forme et dont les méthodes sont populaires. Éducation populaire, par opposition à une éducation absolument pas populaire du tout, qui est l'éducation nationale, d'accord, par exemple, où là, tu as un savoir descendant, plomb, bon. Donc, l'éducation du peuple, c'est ce que fait l'éducation nationale. L'éducation populaire, c'est de dire, il doit y avoir moyen de s'instruire mutuellement, politiquement, des différentes modalités de la domination que les uns et les autres on a vécu, on a compris dans nos secteurs, vous dans les médias, moi. Il doit y avoir moyen d'inventer des méthodes qui nous permettent de s'éduquer avec ça. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que quand tu dis vous voulez éduquer des adultes... Mais c'est-à-dire que vous ne prétendez pas apprendre à lire et à écrire à des petits-enfants dès le berceau. Enfin, dès qu'ils marchent. Non, on prétend fabriquer du savoir utile pour de l'action collective, c'est-à-dire du savoir politique, en partant de ce que les gens eux-mêmes sont capables d'avoir compris dans un domaine ou dans un autre. Si tu veux, l'éducation politique descendante, elle se fait à l'université, elle se fait par exemple au NPA. Si tu vas à l'université d'été du NPA, tu vas avoir des conférences passionnantes, super balèze sur la théorie du double pouvoir chez Trotsky, sur tu vois, le capitalisme qui n'est plus un capitalisme du projet, qui est un capitalisme... Et donc là, tu as une éducation politique qui est, voilà, des gens qui ont travaillé des questions, font des cours, si tu veux. Mais l'idée de l'éducation populaire, c'est plutôt pas ça. La démocratie, c'est absolument pas naturel. C'est un truc chiant. Ça veut dire qu'il faut tenir compte de l'autre en permanence. Je peux t'en parler, puisque dans la SCOP, c'est très démocratique. Et donc, alors attends, juste on finit sur la SCOP. Donc comme c'est pas naturel, l'hypothèse qu'ont fait un certain nombre de personnes, dont Condorcet à la Révolution française, si tu veux, c'est de dire ça s'apprend. Ça tombe pas du ciel. Si vous voulez une démocratie, puisqu'ils quittent le système monarchique et ils veulent renouer après 2000 ans, enfin, ils veulent renouer avec le seul exemple de démocratie qu'on avait à l'époque, qui était la Grèce antique. Comment on fait? On n'a jamais fait, on ne sait pas comment ça marche une démocratie. Et donc, un certain nombre d'intellectuels ont l'intuition qu'il faut l'enseigner, enfin, si tu veux, et que ça s'appelle de l'éducation des adultes, de l'éducation politique, et lui appelle ça l'éducation populaire. Mais d'aucuns diraient qu'on est censé apprendre ça aux enfants, que l'école publique laïque et républicaine est censée apprendre ça aux enfants déjà à l'école. La démocratie, la république, le respect de l'autre. Alors elle le fait en partie, c'est-à-dire que moi à l'école on m'a appris que les noirs et les blancs ils étaient égaux, etc. D'accord. Les hommes et les femmes, donc on m'a enseigné, l'école m'a enseigné un certain nombre de principes. Maintenant son mode de fonctionnement est totalement antidémocratique, c'est-à-dire qu'elle bafoue ses principes en permanence. Il y a un chercheur qui s'appelle Bernard de France qui était extraordinaire, qui montre que les 14 principes qui structurent une société de droit sont violés en permanence à l'école. Et qu'une école non démocratique ne peut pas être une école de la démocratie. Je te prends 3 exemples. Nul ne peut être puni pour un crime qu'il n'a pas commis. Voilà un principe qui structure une société de droit. Les punitions collectives sont légion, encore aujourd'hui. J'en ai donné une fois quand j'étais jeune, j'ai hyper honte, je m'en souviens encore. Nul ne peut être puni pour un crime qu'il n'a pas commis. Donc nul ne peut se faire justice à soi-même. Donc un prof ne peut pas noter son propre enseignement, c'est impossible. Il faut que ce soit un autre prof qui note. Tu ne peux pas noter la façon dont tu enseignes. Là, tu te fais justice à toi-même. Nul ne peut... Enfin bref, tu vois. Et donc, quand tu dis l'école, elle fait ce travail démocratique, en fait, elle le fait et elle le contredit en permanence. En fait, c'est une école de la sélection. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une conférence là-dessus. Alors, attends, on finit juste sur la SCOP. Et par ailleurs, je ne suis pas d'accord avec toi dans la mesure où nul n'est censé ignorer la loi, mais la loi est la seule chose que l'école n'enseigne pas. Donc ils vont, ce ministère va faire un travail complètement hallucinant de rénovation idéologique. C'est un ministère qui va faire des dégâts considérables, parce que ce ministère va créer une catastrophe intellectuelle majeure, dont peut-être nous ne sortirons pas. J'espère que si. C'est-à-dire la réduction de la culture à la question artistique.
ce qui est une véritable catastrophe intellectuelle. Parce que si culture ne veut plus dire que art, alors le mouvement social n'en fait plus partie, le syndicalisme ne fait plus partie de la culture, la politique ne fait plus partie de la culture, vous comprenez, je veux dire, vous savez, la culture c'est... Et donc ce ministère a joué cette carte-là, c'est-à-dire que ce ministère va remplacer du politique par du culturel, il va détruire du politique. Malraux avait déjà dit ça, nous allons enfin savoir ce qui peut être autre que le politique dans l'ordre de l'esprit humain. Il suffisait de l'écouter. Hein. Et donc en fait, ce ministère va remplacer du politique par du culturel. Alors bon, j'explique rapidement, parce que le politique, c'est un jugement de valeur. Oui, par exemple, vous dites ça, c'est mieux que ça. Voilà, ça c'est un jugement politique. Et vous dites, une société qui décrète l'égalité de l'homme et de la femme, c'est une société meilleure qu'une société qui ne la décrète pas. Ça, c'est un jugement politique. Alors maintenant, regardez bien, je vous le fais en culturel. Attention, vous êtes prêts? Hop. Alors en culturel, une société qui décrète l'égalité de l'homme et de la femme, c'est une expression culturelle, et on ne voit pas bien pourquoi une expression culturelle aurait des leçons à donner à une autre expression culturelle qui a décidé de faire autrement. Donc là, vous interdisez l'excision, là, vous considérez que l'excision, s'ils veulent exciser, c'est leur problème, c'est leur culture, c'est pas la nôtre, d'accord? Donc ce ministère va détruire du politique. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fonctionne dans la conférence gesticulée? C'est qu'une conférence, c'est de la théorie, et une conférence gesticulée, c'est de la théorie incarnée. Je vais vous raconter comment je me suis fait massacrer la gueule avec les multiplications par 9 chiffres, et instantanément, tout le monde est capable de dire « Ah ouais, putain, moi aussi, nanana », mais du coup, quand j'explique la constante macabre, je ne sais pas quand j'explique que les exercices sont faits pour fabriquer des bons, des moyens et des mauvais, et que je donne un exemple, enfin, tu vois, que j'ai vécu dans mon permis de conduire, enfin, je sais pas, moi, ça produit pas le même effet, ça n'a pas la même efficacité que de la théorie tout court. Mais je peux pas te dire, enfin, j'ai quelques idées maintenant sur la question. Et en plus, il y a des mecs avant nous qui ont écrit ça, excuse-moi, il y en a un qui s'appelait Bertolt Brecht. C'est toute la théorie de Brecht, c'est ça, c'est de dire pour que ça bouge, il faut qu'il y ait intellect et émotion. Si tu n'as que l'intellectuel ou si tu n'as que l'émotion, c'est le Front National, que l'intellect, c'est... enfin bref, je dirais personne. Donc l'intellect et l'émotion, si tu veux, c'est ce qui fait, c'est ce qui déclenche, enfin c'est ce qui fait tout péter. D'accord. Donc on a un peu classé les différents mots ou expressions. Et donc là, le premier classement, c'est tout ce qui tourne autour de l'agriculture, l'environnement. Et aujourd'hui, on ne dit plus fermier ou paysan, on dit exploitant agricole. C'était pour renvoyer à l'idée que le paysan aujourd'hui, son rapport à la terre n'est vu que sur le plan économique, c'est-à-dire que la terre est là, il exploite et c'est tout. Donc c'est vraiment cette idée-là, le paysan. Donc c'était quelque chose qui nous semblait révélateur et qui est très révélateur aussi de toute l'agronomie depuis 30-40 ans, que les gens sont un petit peu abattus. C'est cette idée-là qui est essentielle. On est dans l'économie, dans la rentabilité de la terre. Je m'en suis rendu compte quand j'étais intellectuel salarié, c'est que l'information qui m'intéresse, elle est dans les livres. Et que lire un livre sérieux, c'est un putain de discipline. C'est vachement dur. C'est-à-dire qu'un travailleur, par exemple, moi j'ai travaillé dans les MJC, ils mettaient en place des DSQ, le développement social des quartiers, et ils mettaient en place des dispositifs d'insertion. Et moi, je lisais des livres sur l'insertion qui dénonçaient l'insertion, qui expliquaient, mais bien, Simon Vull, Bernard M, le piège, le mensonge de l'insertion, l'arnaque de l'insertion. Moi je lisais ça. Mais moi, je ne mettais pas en œuvre des dispositifs. Moi, j'étais intellectuel. Je dis, oh putain, c'est clair, oh, trop fort. Du coup, j'allais voir mes directeurs, j'ai dit, hey, l'insertion. C'est de l'arnaque. Et là, les mecs, ils en bouffaient, ils en croûtaient, ils faisaient tourner leur baraque avec ça. Et je leur dis, non, mais il faut lire les 250 pages sur l'insertion. Tu sais, quand tu rentres chez toi le soir après une journée de travail, tu vois, Et là, le mec, il ne le lisait pas, tu vois. C'est-à-dire que quand il rentrait chez lui, il prenait un roman policier.
ou ils regardaient la télé, enfin bref. Et là, ils ne se plongeaient pas dans un livre compliqué, écrit par un sociologue, tu vois, pour lire. Et quand je dis qu'ils ne le faisaient pas, ils ne le faisaient jamais. C'est-à-dire que les seules occasions où les gens peuvent lire des livres compliqués, c'est en formation, c'est à l'université, quand ils font, si d'un seul coup ils passent une licence. Mais dès qu'ils sont dans la vie professionnelle, c'est terminé. C'est terminé. Donc la formation... Donc là, il y a un vache de problème. C'est qu'il faut trouver le temps, si tu veux, de lire des livres qui sont pas ça. Parce que ça, quand je lis ça, moi maintenant je décode ce qui est écrit, tu vois. Je dis, excuse-moi, mais quand ils me disent que l'intégration européenne, si j'ai pas lu le bouquin de Marc Olivier, de Raoul Marc Génard sur la trahison des élites, enfin bref, des livres, tu vois, des trucs qui sont pas de l'information, enfin qui sont autre chose, etc. Si j'ai pas lu ça, je peux pas décoder. Et donc il y a un problème avec les sources. Et donc à Tours, on a monté une association dont l'objectif unique était de s'adresser à des non-convaincus. Peu importe le sujet, on s'en foutait, quoi. Que ce soit le nucléaire, les rapports de genre, le foot, le rap, n'importe quoi, on s'en foutait. Juste, voilà, il faut inventer des méthodes, des trucs, des systèmes pour réussir à s'adresser aux gens non convaincus. Et je pense que le message principal que j'ai envie de faire passer ce soir, c'est ça, quoi. Ça me semble être ça. Alors après, comment faut faire, j'en sais rien. J'aimerais qu'on en discute, voilà, qu'on puisse partager ça et que se développe, voilà, qu'on passe du temps à chercher un peu autour de ça, quoi. En tout cas, moi, avec mes quelques années de pratique, j'ai découvert quelques lois dont j'aimerais vous faire profiter ce soir. La première, c'est qu'à mon avis, il faut abdiquer sur les salles. Parce que si on fait un truc en salle, un débat dans une salle, une conférence, une soirée cinéma, peu importe, ne viendront que des gens déjà convaincus. Vous pouvez l'animer comme vous voulez, même si vous, dans votre salle, vous vous y prenez autrement, peut-être vous faites partie de ceux qui organisent des moments comme ça, vous allez vous rendre compte que ça va être très très difficile de faire venir des gens non convaincus, donc on s'est dit qu'il fallait abdiquer sur les salles, et que donc il fallait aller dans la rue, quoi. Parce que où trouver des gens non convaincus? L'espace public, en fait. Donc je pense que le premier truc à faire, c'est d'occuper l'espace public. C'est pas facile, hein. Donc, occuper l'espace public, ça veut dire, voilà, faire un truc qui ressemblera à ça, mais dans la rue. C'est pas facile, j'ai essayé, c'est pas facile, hein. Alors au début, on a voulu mettre les gens à l'aise, par exemple. Donc on s'est dit, voilà, pour qu'ils aient le temps, qu'on prenne le temps de discuter, par exemple, on avait installé des canapés et des tables basses. Donc comme ça, les gens, ils vont être bien, quoi. Hein. Il faisait beau, c'était une jolie place, sur Tours, à l'ombre et tout ça, super chouette. 0 personne de toute la journée. Bon, on a compris après pourquoi, mais je veux dire, c'est pas évident quand on commence. Le truc qui se passe, c'est que si vous installez une table basse avec des canapés, si quelqu'un s'assoit là, et qui a en face de lui des inconnus, donc des gens comme moi, hein, qui sont là, donc qui attendent, hein, qu'il y ait quelqu'un qui s'assoit dans le canapé, il se sent, comment vous dire, pas à l'aise, quoi. Voire même, pour être plus précis, prisonnier, en fait. Prisonnier, parce qu'une fois qu'il est assis, il ne pourra pas se défaire de vous facilement, il le sent, il ne vous connaît pas. Mais en tout cas, il sent bien que vous pourriez être un militant un peu pénible, militant ou pas, mais en tout cas faire des leçons de morale un peu longues, vous voyez, sur ce qu'il faudrait penser d'un sujet auquel vous supposez qu'il n'a jamais réfléchi, et qu'il n'est pas forcément là pour ça, quoi, pour se prendre un cours de morale ou une leçon sur ce qu'il faudrait penser d'un sujet. Et donc personne ne s'est assis, personne. Donc après, on ne s'est pas laissé abattre, voilà, c'est une école la rue, hein, c'est une super école. Hein. Donc on s'est rendu compte que si on mettait non pas une table basse, mais une table haute, à hauteur barre, d'un coup il y avait des codes, hein, vous voyez, là tout le monde se sentait mieux, quoi. Hein. Et c'est con, là, du coup les gens ils restaient 1 heure, 2 heures à discuter, 2 heures, ils leur mieux fait de s'asseoir dans le canapé, je veux dire. Eh ben non, ça marche pas comme ça, ça marche pas comme ça. Donc on s'est rendu compte, voilà, première chose, occuper l'espace public. Mais ça suffit pas, parce que si là je commence une conférence comme ça, à mon avis, ça va pas accrocher beaucoup, je vais pas avoir de monde part. Ils vont pas être nombreux en face. Donc on s'est rendu compte que le plus fort de ce qu'on faisait, ce qui peut-être faisait qu'on a réussi au final à créer des discussions, des rencontres un peu avec des gens non convaincus, c'était de poser ce qu'on a appelé un attrape-gens. Un attrape-gens, quoi. Alors on en a essayé plein, donc il y en a plusieurs qui marchent. Le plus simple, c'était une question en très grand format, une question un peu trash, quoi, en très grand format, avec des réponses que les gens nous donnaient, qu'on écrivait aussi sur des petites questions dans la rue, voilà.
Et donc, du coup, l'attrape-Jean, c'est que la personne qui passe, elle lit la question, et puis du coup, pas tous, mais 1 sur 2, vont venir lire les réponses des gens que les autres nous ont données. Et là, du coup, on a, je sais pas, 1 ou 2 minutes, ça dure 1 ou 2 minutes, où si on ose, alors vous en pensez quoi? Eh ben, des fois, ils nous répondent, en fait. Souvent même. Souvent, ils nous répondent. Donc, on s'est rendu compte aussi que l'attrape-Jean, il fallait être questionnant. Donc l'attrape-Jean, on en a fait d'autres. Hein. Des fois, on a distribué des portions de poule au pot. Voilà, on a fait un truc sur la poule au pot, donc, sur la malbouffe, là, plutôt que de faire un tract anti-McDonald's, hein, que seuls ceux qui étaient déjà contre McDonald's auraient lu, les autres ne l'auraient pas lu. On a offert une portion de poule au pot avec un tract, il faut sauver la poule au pot. Super rigolo. Et donc, une fois que les gens ont compris qu'on n'était pas la soupe populaire, ça a marché aussi. Donc, peut-être vous en avez d'autres aussi, des attrape-Jean. On passait par là. Puis après, on s'est rendu compte qu'il y avait un autre truc là-dedans, c'était la bienveillance. C'est-à-dire qu'évidemment, si vous parlez à des non-convaincus, dans le tas, il y a des cons, en fait, du point de vue d'un militant. C'est vachement pénible. Alors que là, je pourrais dire ça, moi, je me dis, oh, mais non, mais la science, ça va trouver une solution. Et ok, il lui dit 1 fois, je continue, ah, mais non, mais au bout de 3 fois, c'est un peu pénible, quoi. Eh ben non, il faut être bienveillant. C'est-à-dire qu'il faut se dire que la majeure partie de l'opinion se forme par les médias de masse, hein, donc par la télévision, donc on ne peut pas en vouloir aux gens d'avoir un avis qui vient de la télé. Moi-même, à part peut-être sur le pétrole, j'ai pas mal d'avis qui viennent de la télé, parce que j'ai pas eu le temps de creuser tous les sujets de la Terre. Ce qui fait que voilà, y a plein de sujets sur lesquels on n'a pas le choix, on fait avec ce qu'on a comme information, on fait ce qu'on peut, quoi. Hein. Et donc si je suis un peu abruti sur certains sujets, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas de ma faute, et que c'était peut-être pareil pour ceux d'en face. Et que donc la logique, c'était que je n'étais pas là pour apprendre des choses aux gens, dans la rue, mais pour apprendre des choses des gens. Qu'eux me disent comment ils pensent l'avenir, l'humanité, le progrès, les énergies, etc., etc. Et qu'ensuite, c'est à partir de ça qu'il va falloir partir, quoi. Hein. Donc ça, on s'est rendu compte que ça marchait bien comme posture, mais c'est pas facile, parce qu'en tant que militant, par exemple, si on tient un stand, vous savez, quand on tient un stand, là, par exemple, ça revient à peu près au même que la table basse au milieu, au début, quoi. Hein. Quand on tient un stand associatif, les seuls qui s'approchent du stand, c'est soit vos collègues, soit des gens de la même association qui sont là par hasard. Parce que tous les autres, ils vont pas oser s'approcher pour les mêmes raisons. Ils se sentent bien qu'on va leur tirer une demi-heure sur ce qu'il faut penser d'un sujet. Ça va pas marcher. Bon, donc une fois qu'il y a l'attrape-Jean, qu'on a posé la question, qu'on est bienveillant, qu'on commence à discuter avec eux, au bout d'environ 2-3 minutes, ça devient surréaliste pour les gens d'avoir une discussion avec un inconnu dans la rue. Et là, petit truc derrière, on s'est rendu compte qu'il y avait le don. Le don de quoi? On offrait un café ou une menthe à l'eau. Et en fait, ça marche un peu comme dans des cocktails, hein, avec du Cair Royal, hein, dont parle Franck. C'est-à-dire que si on est comme ça, dans la rue ou dans un espace public, on n'est pas bien, hein, on se demande un peu ce qu'on est un peu coincé, on ne sait pas trop ce qu'on fait là. Mais si on est comme ça avec un verre à la main, là ça va. On peut rester 10 minutes, un quart d'heure, on est bien, c'est logique. On est légitime à rester planté, debout, à peu près n'importe où si on a un verre à la main. Surtout rue de la Soif à Rennes, pour ceux qui connaissent. Saoulé au sens propre. Saoulé au sens propre, voilà, exactement. Et bien on faisait ça. Et c'est vrai qu'en plus, dans le domaine socio-culturel, donc tous ceux qui essayent de changer les mentalités, ils estiment que c'est pas bien, qu'il faut pas donner, parce que dans la vie rien n'est gratuit, et qu'il faut au moins un prix symbolique pour que les gens prennent conscience que tout a un prix dans la société. De mon expérience, même en offrant un café, je me suis rendu compte que les gens savaient quand même que rien n'était gratuit dans la société, qu'ils n'oubliaient pas ce truc-là, quoi. Donc je pense que le don, c'est quelque chose aussi à développer. Et puis derrière, on s'est rendu compte que c'était de donner de la valeur à ce que les gens nous disaient. C'est-à-dire que je crois que si on veut s'adresser à des non-convaincus, c'est peut-être ça le plus pénible et le plus délicat, c'est qu'il faut s'intéresser aux gens, quoi. J'ai pas trouvé d'autre solution, en fait. Il faut pas que je vienne avec mon discours et faire « Ah, écoutez-moi, j'ai la vérité ». Non, il faut que je m'intéresse aux gens. Et donc, une bonne idée, c'est d'écouter ce qu'ils ont à me dire, d'en faire un petit panneau et de l'accrocher. Et là, il se passe un truc incroyable, c'est qu'au bout d'une demi-heure, dès que vous avez 20-30 petits panneaux qui sont accrochés, vous pouvez partir. Le débat va se faire tout seul dans l'espace public. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose là-dedans qui était énorme, quoi. C'était que moi, en tout cas, j'ai eu un sentiment d'exaltation incroyable, un peu comme le soir de la Coupe du Monde de foot, avec un 2-3-0. C'est rare les soirs comme ça dans une vie. C'est rare soir où on peut descendre dans la rue et parler avec n'importe qui, on a le droit, c'est possible. Alors après, ça peut m'attrister qu'on ne puisse le faire que quand la France gagne un match de foot contre le Brésil. Mais il n'empêche que cette soirée-là, on a pu le faire. Moi, je me suis rendu compte qu'avec ces petites techniques-là, je pouvais reproduire ça un peu au quotidien. Et ça donnait un truc incroyable aussi, c'était que militer devenait joyeux. Parce que quand vous voyez des militants de partis politiques, par exemple, devant le métro, qui font comme ça en distribuant des tracts, ça donne pas super envie de les rejoindre dans leur lutte. Et ça, c'est peut-être que mon avis, hein.
Bon, alors après, est-ce que c'est ça qu'il faut faire? J'en sais rien. Et là, du coup, après les arts politiques, donc après cette association surtout, hein, qui cherchait à inventer des formes de débat public dans la rue, etc., on s'est dit, il faut faire évoluer les mentalités, vraiment. C'est-à-dire qu'il faut que les gens prennent conscience, aient envie de se rapprocher les uns des autres, créer des circuits courts, des réseaux sociaux et tout ça. Donc en fait, sur une ville comme Tours, qui est déjà une grande ville, hein, on va jamais y arriver avec nos petits panneaux et nos petits machins comme ça, à poser des questions aux gens dans la rue, là, ça va jamais suffire en fait ce truc-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un territoire beaucoup plus petit, on va prendre l'échelle d'un village, et puis on va essayer de s'y installer dans la durée. Comme ça, si on utilise tous ces mécanismes de débat public, voilà, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans sur un petit village, à force, il y aura des circuits courts énergétiques, d'alimentation, de trucs et de machins, voilà. On va créer une autarcie à l'échelle d'un village, une nouvelle démocratie participative et tout ça et tout ça. Alors on s'est complètement planté, parce qu'on est arrivé un peu comme des Parisiens en province. C'est-à-dire qu'on est arrivé avec notre savoir sous le bras en fait, et les gens nous ont dit qu'on était bien gentils, mais qu'ils n'avaient pas besoin de nous pour avoir des amis, et qu'ils voyaient à peu près très bien comment vivre sans qu'on leur donne des leçons en fait. Et là j'ai compris un autre truc hyper important dans le militantisme, c'est qu'on ne vient pas dans une structure, dans une association, dans une soirée, parce que le contenu nous plaît. Parce que nous, on faisait des super contenus. Hein. Je vous assure que nos soirées, elles étaient géniales. Hein. Super animées et tout. Hein. On y vient parce qu'on connaît les gens qui l'organisent. Et là, d'un coup, j'ai compris pourquoi dans un quartier, le couscous interculturel, mais bidon, hein, avec juste des tables en bas des immeubles, ça marche super bien. Ou pourquoi les lotos organisés par la paroisse ou quoi sont remplis de monde. Et pourquoi mes super soirées, super animées, ont connu des échecs retentissants, en tout cas dans ce village-là, à Saint-Antoine. En fait, on ne s'est pas pris de la même manière, quoi. Et je crois qu'on ne s'est pas intéressé aux gens, en fait. Mais je pense que c'est ça le plus dur, hein, toujours est-il, hein, voilà, s'intéresser aux gens. Hein. Nous, on arrive avec la SCOP et on arrive avec des méthodes émancipatrices dont on n'a pas eu le temps de parler, mais qui, grosso modo, sont construites autour de l'autobiographie. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as vécu qui t'a amené là où tu es aujourd'hui et qu'est-ce que ça te permet de comprendre, d'accord? Oui, donc voilà, ça c'est un des ateliers que vous proposez. Tous, on commence toujours par de l'autobiographie. Ouais. Mais pardon, mais moi je trouve que ça fait un peu psychanalyse de thérapie de groupe. Ben non. Bah si, c'est ma maman, mon papa, tout ça. Non? Non, c'est tout le problème. C'est qu'effectivement, c'est une façon d'empêcher que ça ait lieu. En gros, c'est raconte pas ta vie. Tu vois? Non, mais on a fait un atelier au NPA, à l'université d'été du NPA, un atelier d'éducation populaire où on leur a expliqué qu'on partait toujours de trucs autobiographiques. C'est-à-dire que, excuse-moi, mais tu te réveilles pas un jour en disant tiens, je vais adhérer au Parti communiste. Ça se passe pas comme ça. Tu vois? Un engagement personnel, il est fait de rencontres. Il est fait d'événements, il est fait de deuil, il est fait, oui, d'une enfance aussi, tu vois, il est fait de tout un tas de machins. Et ces trucs-là, après, dans notre façon de militer, qui est très normée, ils sont interdits de séjour. C'est-à-dire, on s'en fout de ta gueule. Enfin, tu vois, c'est quoi la théorie? Dans nos milieux, tu veux dire, dans les milieux... D'une façon générale, comment je dirais? Parce que moi, je trouve justement, on enjoint beaucoup les gens à raconter leur vie. Non, nous, ce qu'on fait, on a un exercice qui s'appelle Petite Histoire, Grande Histoire. Et là, ça nous emmène trop loin aussi. Moi, je saurais arrêter. Si c'est trop loin. On demande aux gens de mettre leur année de naissance et ensuite de dérouler les dates jusqu'à aujourd'hui. 55, 56, 57, 58, 59 jusqu'à aujourd'hui. On fasse 3 colonnes, un événement de la grande histoire, 63, Kennedy a été assassiné, tiens, ouais, ça me rappelle. Un événement de la petite histoire familiale, 63, putain. Ah ouais, mon père a acheté sa première 2 chevaux dans le HLM, ouais, c'était la grosse frime. Et 3e colonne, on n'a pas le temps d'en parler. Et donc, c'est quoi, non, la 3e colonne, c'est par rapport au sujet sur lequel on nous fait venir. D'accord, ok. Et donc, ensuite, on remet tout ça en commun. Les gens, au début, se disent, ça va être quoi ce truc? Enfin, ça va être thérapeutique, enfin, tu vois. Sauf qu'ils choisissent de raconter ce qu'ils veulent. Enfin, tu vois, ils sont pas obligés de raconter leur premier viol, d'accord, bon. Et donc, en réalité, il va se passer un truc très étonnant quand on fait ça. C'est que dans le groupe, il va y avoir un effet intergénérationnel. C'est-à-dire que les jeunes qui attendent de naître, hein, quand on est à 73, moi je suis né, d'accord, t'as l'autre qui est là, qui est né en 85, qui dit putain, je vais me barrer.
Et puis ceux qui sont nés en 85, ils entendent ceux de 54 parler de comité de soldats. Mon premier comité de soldats, c'est quoi ça? Bah, en fait, dans les casernes, je me dis putain, mais moi j'ai pas tout ça, quoi, tu vois, etc. Et puis en fin de compte, ils vont s'apercevoir qu'ils ont exactement les mêmes choses. C'est-à-dire que la première manif, la première émotion politique, le premier livre qui m'a défoncé, etc. Donc ça crée une espèce de, ça crée une culture commune politique. Et puis surtout, on va s'apercevoir d'un truc étonnant quand il y a beaucoup de gens d'âge différents, c'est qu'on a une phase de conquête jusqu'en 81, et ensuite on perd, d'accord. Bon. Et donc, ça permet de comprendre plein de choses dans la façon dont on est en train de militer sur des trucs, quelle que soit nos générations. Et ça recrée du désir politique entre nous. À partir du moment où on a fait ce travail avec un groupe, et ça dure longtemps, le groupe il est prêt à bouffer du lion. Sur l'école, sur les comités de quartier, d'accord? Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est pas de l'autobiographie thérapeutique, parce que les gens ne disent pas des choses, c'est assez rare, ça a dû nous arriver peut-être une fois ou deux, où il y avait des choses un peu lourdes d'un seul coup qui étaient dites, mais les gens comprennent vite de quoi il s'agit. Est-ce que je suis capable de faire un truc qui dure 1 heure, qui rentre dans une convention qui est théâtrale, grosso modo, voilà, avec des gens assis dans le noir qui payent 10 € puis des lumières, et où j'arrive à dire quelque chose que, tu vois, qui serait politique selon ma conception d'un spectacle politique. Tout le reste, c'est Antigone. Hein. Antigone, c'est politique, c'est ça. La façon de ne pas faire de la politique au théâtre, c'est de monter Antigone, d'accord? Et donc j'ai essayé, j'ai dit ok, j'essaye. Et là, il s'est passé un truc très rigolo. Je commençais à raconter mes conneries sur Boltanski, tout ça. À la fin, ça dure 2 secondes, enfin ça dure 3 minutes, Boltanski. Et puis à un moment, j'ai eu un doute sur ce que je disais. Notamment quand il dit le mot hiérarchie a disparu, tout ça. C'est plus compliqué que ça. Il ne faudrait pas que je raconte quand même des bêtises. Donc je vais aller vérifier. Donc je vais à la Fnac d'Avignon. Je dis bonjour, puis je regarde. Ils avaient tous les Boltanski sauf celui-là. Je dis merde. Donc je vais voir la vendeuse, je dis bonjour, vous avez le nouvel esprit du capitalisme de Luc Boltanski? Et la nana, elle me fait, mais qu'est-ce que vous avez tous avec ce bouquin en ce moment? Génial. Et là je comprends que les gens qui sortent de mon spectacle, ils se précipitent à la Fnac pour acheter le Boltanski. Et je me suis dit c'est bon. Voilà. Je fais un honnête travail de vulgarisation scientifique. Je raconte Boltanski en 2 minutes. En gros, je fais la 4e de couverture. Comme ça, je passe pour un vrai intellectuel. Mais surtout, les gens, ils vont aux sources. Et ça, c'est magique, quoi. Parce que Boltanski, c'est 900 pages. Hein. Mais quand tu l'as lu, tu t'es acheté un revolver. Hein. T'as un flingue. Je veux dire, c'est une arme. Puis là, le mec qui l'a pas lu en face, il a intérêt à s'accrocher parce que tu vas lui en mettre plein la gueule. Donc regarde ce trou-là et parle-nous de l'intérêt de ce DVD. La coopérative d'éducation populaire Le Pavé vous propose une recette d'animation. Donc pour cette première vidéo, comment animer un atelier de désintoxication de la langue de bois. Donc dans ce DVD, vous avez tout pour le faire vous-même. Vous avez l'extrait du spectacle Inculture de Franck Lepage qui vous permettra de lancer l'atelier. Vous aurez l'ensemble des consignes expliquées par nos soins, donc sur des petites séquences telles que celle-là. Et vous aurez des extraits de la 30aine ou 40aine d'ateliers de désintoxication que nous avons déjà animés depuis 1 an et demi. L'idée étant de vous fournir l'ensemble des outils, des méthodes, et qu'ensuite vous puissiez piocher dedans et adapter l'ensemble de ces consignes pour animer à votre tour des ateliers de désintoxication, parce que l'objectif du pavé, à travers la diffusion de ces recettes pédagogiques, c'est bien de lutter contre la langue de bois, et on ne va pas s'arrêter à un simple spectacle. À vous de jouer.